Idexport, la passion du sport. Présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Chaque jeudi, nous sommes impatients de vous retrouver, même en début de semaine, nous sommes très impatients de vous retrouver le jeudi soir pour votre émission préférée, avec le site de référence butfootballclub.fr. Et ce soir, casting de rêve. Il y a du lourd, mesdames et messieurs. Cette émission a pris une dimension depuis quelques semaines. Je ne comprends pas, c'est ça la rançon du succès. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Avec les coups de gueule de Michel Moulin, absolument. Bonsoir Michel Moulin. Bonsoir messieurs. On attend votre coup de gueule et encore une fois, il n'est pas piqué des verres. Celui-là, on en parle dans quelques instants. L'incontournable Karim Zeribi est là. Bonsoir mon cher Karim. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. À nos côtés également, l'homme qui est polyvalent, qui sait tout faire, à la fois comptable, dentiste, mais surtout expert football. Monsieur Jimmy Algerino, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Très heureux de vous retrouver, mon cher Jimmy. Ouais, non, mais je sais qu'il y a un peu de connivence et de complicité ce soir. Et nous allons passer un très bon moment avec Benjamin Danet, le patron de butfootballclub.fr. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Comme Saint-Etienne a sauvé l'honneur contre le PSG, vous êtes un homme heureux et je vous félicite pour ça. C'est une vanne que j'essaye pour mon prochain spectacle, mon cher ami. Le sage est revenu. Nous avons plaisir à accueillir également le Zidane albanais, mesdames, messieurs. Edwin Murati. Bonsoir Edwin Murati. Bonsoir monsieur. Ancien partenaire de Jimmy Algerino au PSG et à Châteauroux. Immense joueur. On va parler de l'Albanie avec vous et avec son excellence, monsieur l'ambassadeur, quelqu'un d'extrêmement brillant et extrêmement sympathique, Dritan Tola. Bonsoir, excellence. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir. C'est un honneur de vous recevoir dans cette émission. On aime bien ouvrir les fenêtres un tout petit peu en accueillant la société civile, des catégories socio-professionnelles autres que des anciens footballeurs, vous le constatez, et c'est ça qui fait notre succès. Et on pourra s'exprimer avec vous sur tous les sujets. Dans quelques instants, bien sûr, le coup de gueule de Michel Moulin avec la crise du football français. Va-t-on s'en sortir un jour ? Nous évoquerons aussi la nostalgie du PSG, parce qu'à une certaine époque, le PSG avec Michel Moulin, avec Jimmy Algerino, avec notre ami Edwin Murati, eh bien, c'était un autre PSG qui ne gagnait pas tout, mais il y avait une forme d'attachement, et on verra si vous êtes nostalgique. Les anciens Marseillais peut-être pourront préférer cette période, évidemment. On parlera aussi de l'Albanie, terre de football, évidemment, parce qu'il n'y a pas qu'Edwin Murati, parce qu'il y a une passion pour le football dans ce pays, et c'est surtout un petit paradis entre les Alpes dinariques et la mer Adriatique. C'est fabuleux l'Albanie, et on joue très très bien au football dans un style qu'apprécie particulièrement Michel Moulin et Karim Zeribi, c'est-à-dire les joueurs techniques, les gens qui savent donner le ballon, etc., qui font le spectacle. Ça, c'est le foot. Le vrai football. Le vrai football. On a bien compris. On est heureux d'être avec vous. Encore un exemple cette semaine à Dunkerque. Un petit, tranquille, il a fait un match exceptionnel, le petit numéro 80, il avait le numéro 80 de Dunkerque contre Paris Saint-Germain. Contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Mais c'est le PSG technique qui est passé, et c'est Reims qui est passé face à Cannes. Pas si vous avez vu. Ce sera Reims-Paris Saint-Germain la finale. Et on aura, vous le savez, on parle de foot amateur chaque jeudi. On aura le plaisir de recevoir en studio Pierre Michaud, le président du district de l'Aude, qui est déjà avec nous, et on le salue, et il pourra s'exprimer très largement, évidemment, sur sa vision du football dans quelques instants. On est très très heureux d'être avec vous dans cette émission ce soir. Je sais, Michel a envie de parler. Je vous connais, Michel, mais très heureux. Vous êtes bouillonnant, Michel. Vous êtes bouillant, Michel. Il n'en peut plus là. Non, merci beaucoup d'être dans cette émission. Bien sûr. Il trépille, il n'en peut plus là. On vous a reconnu, Michel. On vous a reconnu. Il est 20h06. C'est Sud Radio. On parle foot, on parle vrai avec votre émission butfootballclub.fr. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Avant de céder la parole à Edwin Murati et Dritan Tola, et vous pourrez le faire à tout moment, bien sûr, pour parler du foot albanais, pour parler de la nostalgie, l'actualité la plus brûlante, la crise du football français qui perdure, qui continue, rien n'a été réglé, même s'il y a des tentative de règlement, mais rien de véritablement effectif. Et vous avez constaté, Michel Moulin, en lisant notamment le journal du dimanche de la semaine dernière, que certains anciens présidents et anciens journalistes aussi prennent la parole et donnent des leçons de foot.
Mais rien n'est réglé. Il est peut-être déjà trop tard, Michel. Oui, mais là, alors malheureusement, vous êtes journaliste, Lionel, un grand journaliste. Oui, mais je suis surtout votre ami, Michel. Voilà, c'est ça qui mais compte. je vais tacler les journalistes, parce qu'aujourd'hui, c'est les excusez-moi, Benjamin aussi. C'est les journalistes aujourd'hui qui ont l'air de vouloir prendre la place des dirigeants, mais les journalistes font que des constats aujourd'hui. Ces pauvres journalistes, quand ils disent la Ligue de football, la LFP doit être raccordée à la FFP, on l'a dit il y a 5 ans, et Pierre était avec moi. Il y a 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit ce qu'il fallait faire pour sauver le foot français. Ces mêmes journalistes se sont moqués de nous, en disant qu'on avait un drôle de casting. Mais on s'était occupé de la sécurité, on avait un truc pour les bénévoles, on faisait plein de belles choses. 5 ans après, sur les droits télé aussi. Moi, il y a 5 ans, je disais, il va y avoir un problème avec les droits télé. Personne nous a cru. Ces mêmes journalistes aujourd'hui, ces pseudo-journalistes, font des constats, ils font les beaux, voulant prendre presque le pouvoir, en nous expliquant ce qu'il faut faire dans le foot. Mais il y a 5 ans qu'il fallait faire. C'est là qu'il y a la différence entre un journaliste et un patron. Un patron, il anticipe. Un journaliste, il constate. Et là, ils font que des constats aujourd'hui. Et le pire de tous, le pire, faut l'appeler le Manuel Valls du sport. C'est Cyril Linette. Cyril Linette, qui voulait le football, passionné de football, va s'occuper du ski dans 5 ans. Pour Alpes 2030, les Jeux Olympiques, directeur général. C'est là qu'on voit ce que c'est des opportunistes. C'est-à-dire, moi, je suis passionné de foot, je ne vais pas m'occuper de vélo ou de tennis. Ces gens-là, aujourd'hui, il n'a pas pu. Ils cherchent quoi? Un emploi, un salaire, et ils racontent tout et n'importe quoi. Ce garçon, j'espère que ce garçon... Il a une expertise, pardonnez-moi, Michel. Il a une expertise, il a été patron du PMU, il a été patron de l'équipe. Il a attaqué le PMU. Il a été patron à Canal également. Très bien, le PMU. Le PMU, il a attaqué au Prud'homme, le PMU, qui était quand même celui qui a donné beaucoup d'argent au foot français. Alors, le gars, il veut aller au foot et il attaque au Prud'homme le PMU. Mais Cyril Linette, aujourd'hui, moi je le dis François, c'est l'image de la France aujourd'hui. Les incompétents, on dirait, qui ont plus de place que les autres. La prime à l'incompétence. C'est-à-dire, plus vous êtes incompétent, plus vous avez des copains, par contre, des journalistes, puisqu'ils sont entre eux, tous pas. Donc ils se c'est l'entre-soi, Michel Moulin. Plus à un moment donné, ça donne comme à la politique, et donc lui, je l'appelle vraiment, il faut l'appeler le Manuel Valls du sport. Bon, alors je précise que les propos de Michel Moulin sont de sa propre responsabilité, bien sûr, non, parce qu'on va encore faire le buzz, évidemment, Michel, je le dis, avec, il faut le dire, des attaques un peu directes contre des personnes. Non, mais attaqué il y a 5 ans, on parle vrai, on parle foot, Lionel, mais il y a 5 ans, obligé de prendre aussi la défense, pas par corporatisme de Cyril Linette, qui est quelqu'un de compétent. Lionel, ce qu'il y a de fabuleux, ce que je vous dis là, je l'ai écrit. J'ai fait un programme où je l'ai écrit, ça. Donc on peut pas me dire que je l'invente aujourd'hui. Il y a 5 ans, je dis le foot est en danger. Si on continue comme ça, déjà il n'y a plus de football. Et aujourd'hui, les gens constatent. Mais c'est trop tard quand vous constatez. Faut anticiper. Alors, et là, Karim va le dire. Il va me donner raison. Et après, Benjamin Danet pourra parler. Alors, allez-y, Benjamin. Pour les journalistes, notamment, Benjamin. Vous représentez ce soir. Alors, je connais pas personnellement Cyril Linette. Ce que je sais, c'est qu'il a été à Canal. Il était patron de l'équipe, effectivement, au PMU. Juste dire à Michel, ce ne sont pas les journalistes qui votent, Michel, pour l'élection à la Fédération française de football. Ce ne sont pas les journalistes qui ont fait que vous n'avez pas été élu. C'est un système et des copains. Et là, je suis d'accord. Après, si on demande à Cyril Linette de donner son point de vue dans le journal du dimanche, il est de la responsabilité éditoriale du journal du dimanche de demander pourquoi on demande l'avis de Cyril Linette. Si Cyril Linette ou d'un autre, c'est des copains. Oui, mais sont des copains, mais ils donnent juste une opinion. Benjamin, ça ne peut pas être que du copinage, Michel, quand même. C'est la responsabilité des médias. Ils ne votent pas, mais il y avait des papiers incendiaires sur l'élection de mes partenaires, des gens et moi, pas moi. Les gens qui m'entourent sont toujours plus forts que moi. On a parlé mal des gens qui étaient très très bons autour de moi. C'est les mêmes journalistes. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. C'est tout. Aujourd'hui, les journalistes, ils l'ont bien écrit. Et erreur de casting, c'était écrit en gros. Votre point de vue, Karim Zeribi, vous qui êtes un homme de médias, mais qui avez aussi une connaissance accrue de la société, de notre société aujourd'hui, et inexorablement, elle passe par le truchement de ces médias, justement. Les accusations que porte Michel Moulin aujourd'hui, elles sont fondées? En fait, que la profession de journaliste soit corporatiste, c'est pas nouveau. Mais c'est pas pour ça. C'est pas la seule. Que le football français va mal.
Je veux dire que c'est pas la faute des journalistes s'il y a un système à la Ligue entre les présidents, s'il y a un système de copinage à la FFF qui fait que il y a rien qui bouge et qui va dans le bon sens. C'est pas la faute des journalistes. Après, le rôle d'un journaliste, si dans un papier il fait un constat, c'est déjà pas mal. Si le constat est juste, après derrière, c'est à ceux qui sont en responsabilité. Donc, je dirais de s'emparer du constat et de mettre en œuvre une autre politique, une alternative. Là où Michel a raison, c'est que lorsqu'il a été candidat avec une équipe atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc tout de suite, comme il allait peut-être mettre un peu à mal le système, des petits copains, qu'il allait mettre en avant la compétence des uns et des autres, de ceux qui l'entouraient, il a dérangé. Et c'est ça le plus grave. Le plus grave, c'est que normalement, on devrait aller chercher la compétence, on devrait aller chercher des gens expérimentés dans l'intérêt du football pour porter une vision d'intérêt général. Mais non, là, on préfère mettre des gens soit qui feront pas de bruit, qui te dérangeront pas, donc tu donnes des postes aux uns et aux autres, mais finalement, ils assument pas la fonction qu'ils occupent. Alors, je sais bien qu'on dit que parfois la fonction fait l'homme et que l'homme fait la fonction, mais moi, je préfère qu'on ait des gens expérimentés qui connaissent leur domaine de compétences dans la sécurité, dans l'économie, pour former un organigramme d'éducateurs, pour travailler avec le club amateur. Enfin, je veux dire, des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent la réalité. Non, là, on a l'impression qu'ils sont un peu déconnectés, qu'ils restent dans une forme d'entre-soi. On le voit. Les présidents de club, ils n'osent pas parler. Donc, il y a un système qui n'est pas sain. Et tant que le système ne sera pas sain, le football français n'ira pas mieux. Donc, il faut mettre de la transparence et il faut mettre en avant les compétences pour que le football français aille mieux. Et c'est pas ce que l'on fait aujourd'hui, ni transparence, ni compétence. Et pas uniquement le football, dans notre société. Et les directeurs de la communication de la Fédération française, c'est quoi? C'est qui? Des anciens journalistes de l'équipe? C'est vrai. C'est tout. Oui, mais bon. Benjamin Danet et après Jimmy Algerino pour clore sur ce sujet et après on apaise un peu le débat. Les responsables de la communication, mais Michel, sur les 25 dernières années, je peux prendre aussi d'excellents responsables de la communication. Je peux faire référence à celui qui s'occupait de la presse et que Lionel a bien connu, un type génial qui s'appelait Philippe Tournon, qui s'appelle toujours. Voilà. Il était ancien journaliste, il était ancien journaliste équipe. Voilà. Le patron de la rubrique foot. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas faire de généralité. En revanche, oui, il y a une république des copains. Regardez encore aujourd'hui de qui on parle à la tête d'LFP Média. Monsieur Taverneau, ancien propriétaire des Girondins de Bordeaux, qui, je le rappelle, a quand même vendu les Girondins de Bordeaux à un fonds d'investissement américain. Tout par de là, la catastrophe des Girondins. Mais qui a réussi avec M6 quand même. Alors ça veut dire aussi qu'on va recruter des gens qui ont une véritable compétence, qui est le cas de Cyril Linette aussi, pour en parler encore 2 secondes, comme le dit Michel. Bien sûr, mais on a la sensation que ça ne bouge pas beaucoup. Et là où Karim a raison, c'est que plutôt que de privilégier l'intérêt général, on privilégie les copains. L'intérêt particulier. Pour clore sur ce débat, et après on va parler de la nostalgie du foot avec nos autres invités, Jimmy Algerino, vous avez l'impression que depuis toujours d'ailleurs, et même à votre époque lorsque vous étiez joueur, ce sont les journalistes, les médias qui font la pluie et le beau temps? Nous, ça n'a pas changé. Enfin, moi, je vais vous parler Edwin dirait la même chose, dans la vision du footballeur. Nous, les joueurs, les acteurs, on s'en fout un petit peu, quoi. Moi, j'ai joué à Niort, malheureusement, qui disparaît. On n'était pas payé pendant 4-5 mois. On a joué, on joue, on venait à l'entraînement. À partir du moment où on a un ballon, à partir du moment où on a un coach, et à partir du moment où après il y a les matchs, on est content. Après, ça dépasse la raison. Mais vous avez commencé à votre époque, Jimmy, à vous méfier des journalistes parce qu'ils écrivaient des choses parfois qui ne vous faisaient pas plaisir. Alors les taupes, évidemment, ou alors tout simplement des analyses. Il y avait un autre rapport entre les journalistes et les joueurs à l'époque. À l'époque, on pouvait mal aller dans les vestiaires. On a connu ça, Benjamin. Edwin peut en parler. Je veux dire, on a connu. On se méfie plutôt. Je veux pas le mettre mal à l'aise, Edwin. C'est pour ça. On se méfie des taupes que des journalistes. Vous vous méfiez des taupes, Edwin? Lionel, je vais vous dire comment ça se passait avant. C'est que nous, les joueurs, on était amis avec les journalistes. Tout à fait. On parlait. Exactement. Tandis que maintenant, en fait, le journaliste ne peut pas avoir le joueur. Il va parler à son agent. Ben oui. Donc, on arrive, en fait, dans une situation, c'est qu'on ne connaît pas les présidents. On ne sait pas ce qui se passe. Les droits télé, ça va mal. DNCG, ou je ne sais pas quoi, qui a créé, on oublie, c'est Noël Le Graët. On a fait quoi de Noël Le Graët? En fait, on a mis... Bon, ces histoires, je ne sais pas. Voilà, mais il était blanchi. Il était blanchi. Tous les clubs, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'en fait, ils ont dépensé de l'argent pendant le Covid. En fait, ils ont emprunté de l'argent des banques. Ils ont dépensé. Et c'est mal passé avec Mediapro. Maintenant, avec DAZN, c'est la même chose. Et maintenant, on ne sait pas quoi faire.
comme il a dit Michel, c'est qu'en fait, quand tu es président, il faut anticiper. Et il faut être un stratège. Donc c'est pour ça que maintenant, on ne sait pas quoi faire. Déjà, les centres de formation en France, c'est plus comme avant. On produisait beaucoup. Jimmy peut vous dire, c'est que nous, moi je suis venu en France, réfugié politique, j'avais pas de papier. Je suis parti à Châteauroux pour jouer, pas pour rester. Donc voilà, on oublie tout ça. Maintenant, on arrive dans une situation, en fait, on ne sait pas quoi faire. En fait, la poussière, on met sous le paillasson. Et voilà, c'est bien d'avoir une vision extérieure, en fait, parce que on oublie tout ça. C'est un joli témoignage de rappeler votre parcours. Jimmy a pris Karim et vraiment après on passe à la nostalgie. Comme quoi, même si on y est déjà. Comme quoi les joueurs après leur carrière, voilà, ils peuvent devenir tout aussi brillants sur le terrain qu'après. Ah non, mais ça, on ne doutait pas du caractère, du tempérament et surtout de l'intelligence d'Edwin Murati ce soir. Karim Zeribi. Non, mais quand on entend le témoignage d'Edwin, c'est quelque part, il nous explique qu'il y a eu une déshumanisation dans le monde du football. Au nom de la financiarisation. Je veux dire, alors que tu peux comprendre qu'il y ait des enjeux économiques et financiers importants, mais tu peux pas déshumaniser le football au point où on l'a déshumanisé. Là, il est en train de te parler, je dirais, de relations humaines, de présidents, de relations de journalistes, de joueurs, de son cas particulier qui est arrivé dans un statut, aujourd'hui, ça paraît fou. On dirait il y a un siècle quand il nous parle de ça. Et on n'a pas été dans la bonne direction. Aujourd'hui, on a une approche comptable, financière. C'est les fonds d'investissement, c'est plus les hommes. Donc tu sais même plus qui y a derrière. Parfois, je veux dire, tu n'arrives pas à palper l'humain, quoi. Alors qu'avant, tu avais des hommes avec un grand H. Avant, et ça, c'était le football, quoi. Est-ce que c'était mieux avant? La nostalgie, on en parle tout de suite. Sud Radio, butfootballclub.fr. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club. Avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino, Benjamin Danet, Edwin Murati et Detran Tola, l'ambassadeur d'Albanie en France. On est ravis de vous accueillir tous ensemble. J'ai l'impression d'énumérer la composition d'équipe de joueurs qui vont rentrer sur le terrain dans quelques instants, avec Karim qui sera évidemment au milieu de terrain et on aura Michel Moulin en pointe. Et peut-être qu'Edwin vous fera une passe décisive, Michel, si vous êtes sage à un moment donné. Les caviars, il en a donné quand même, Edwin Murati dans sa carrière. C'est vrai qu'il y a eu une déshumanisation, il y a des choses qui ont changé, Edwin Murati. Aujourd'hui, le football n'est plus le même, le PSG n'est plus le même, c'est-à-dire qu'il gagne quasiment chaque année. Il est promis à une victoire en Ligue des Champions, en championnat, bien sûr. Oui, je précise pour la Ligue des Champions, puisque Marseille a remporté la première Ligue des Champions de l'histoire. Vous avez raison de le rappeler et de me reprendre, mon cher Karim Zeribi. Mais est-ce que ce n'était pas finalement mieux avant, même avec le PSG ? Parce qu'il y avait des hommes et pas des machines, pas des sociétés, pas des hommes d'affaires qui sont sur le terrain et qui jouaient en short. C'est-à-dire qu'il y avait des bonhommes qui jouaient au football. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que l'ambiance, l'atmosphère de votre PSG, par exemple, Edwin, fin des années 90 jusqu'en 2000, c'était mieux? Bien sûr que c'était mieux avant, c'était plus humain. Comme il a dit Karim, en fait, c'est que quand on est avec Jimmy et Châteauroux au PSG, en fait, je portais les chaussures de Ginola. J'avais pas honte. En fait, c'est pas pour être en fait un faucheton, mais c'était par respect. Je vous voyais des joueurs comme Ginola ou Ea et tout ça. Ça faisait vraiment en fait plaisir, mais en même temps, en fait tu respectes l'hiérarchie, tu respectes le plus grand. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, là, ça. Est-ce qu'Algerino a porté vos chaussures, Edwin? C'est arrivé ou pas? C'est pas pareil parce que c'est mon frère. Je peux pas m'exprimer. Bon, je suis pas réaliste de le sujet. C'est pas la hiérarchie. Je sais pas. Non, mais c'est ça, c'est ce témoignage. Excellence. Vous qui êtes un grand amateur, passionné de football et notamment du football des années 80, 90. Votre vision, justement, avant qu'on parle du foot albanais, du football en général, est-ce que ce football a changé? Comme dit Kylian Mbappé, le foot, il a changé. Oui, enfin, je ne sais pas exactement, mais pour tout d'abord, donc je vous remercie, cher Lionel, de m'avoir invité. Vous faites honneur à mon plaisir aussi. Et puis avec vos collègues aussi, Michel Moulin, Karim Zeribi, Benjamin Danet, et puis donc deux légendes du foot, notamment du PSG, Jimmy Algerino, et mon ami et mon compatriote Edwin Murati, qui est une légende en Albanie. Donc je suis vraiment très ému par rapport à cela. Mais vous êtes de grandes personnalités remarquables dans le monde des médias, du sport, du foot.
et moi, le petit fonctionnaire diplomate que je suis, je me sens un peu comme un intrus, comme un outsider dans ce monde beau et passionnant du foot. Et vous m'impressionnez, et vous même m'intimidez un peu. Évidemment. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Je suis quand même un admirateur, hein, donc je suis un admirateur du foot, même si quand j'arrive pas à suivre régulièrement les matchs de foot ou les évolutions dans le monde du foot, on est dès que je suis devant un match de foot à la télé ou dans un stade évidemment de surcroît, on est comme aspiré par la magie du football, de ce beau jeu collectif et individuel, même si vous en parliez. Je comprends qu'il y a aussi des polémiques et je suis retenu un peu par la réserve diplomatique pour ne pas. C'est pour ça que je ne vous ai pas interrogé. Mais à ce moment-là, quand on est comme ça devant la magie du foot, on retombe dans le rêve que tous ont eu enfant de devenir un jour footballeur. Et d'ailleurs, je me souviens, j'avais aussi ce rêve quand j'étais enfant. Et à l'époque, il se trouve que mon père était très ami d'une légende du football albanais qui est décédé il y a quelques années, qui a évolué dans l'équipe partisane de l'Albanie dans les années 60 et 70, Panayot Pano, que Edwin connaît très très bien. C'était vraiment une légende pour nous. Et alors, quand il m'a vu, parce que mon père lui avait demandé, il a dit, mon ami, tu trouves une autre occupation, un autre hobby à ton fils, parce que le foot n'est pas pour lui. Voilà, donc j'aurais été très très déçu. Mais parce que j'avais ce rêve comme nous tous, enfin comme tous les enfants, comme tous les jeunes. Mais vous parlez de nostalgie, moi j'ai la nostalgie de l'équipe nationale de la France des années 80, 82, 84. Moi j'étais encore très jeune. Le carré magique. Le carré magique, Platini, Giresse, Fernandez. Avant c'était Jean-Guigny, puis Tigana, et après Fernandez. Et après Fernandez, évidemment, 84 plus tôt. Et puis tous les autres, les Joël Batz, les Battiston, les Six. Donc quelques-uns de ces équipes-là, il me semble, étaient du PSG. Il y avait Rocheteau, qui autre a... Et Baratelli peut-être. Oui, Baratelli, absolument. Baratelli qui était absolument gardien, etc. Donc moi je garde ce souvenir. À l'époque, il y avait en Albanie communiste de l'époque, qui était un pays, le foot était vraiment le sport le plus suivi, le sport national, très politique. Enfin, tout d'abord idéologique parce que ça faisait partie des leviers d'éducation et de propagande, etc. Mais humainement, personnellement, même les dirigeants communistes s'intéressaient beaucoup au football. Donc voilà, c'était vraiment c'est toujours le sport phare. C'est toujours le sport phare, mais déjà à l'époque, c'était vraiment le sport phare. Et à l'époque, tout le monde, quand il y avait les championnats du monde ou de l'Europe, il y avait... Plutôt les Albanais suivaient l'équipe allemande qui sortait des années 70, on va dire, 70, enfin quand il y avait eu le championnat mondial, et puis plus tard le championnat européen, etc. Ou l'Italie, parce que c'était le pays en face, les voisins qu'on suivait, nous aussi, et il se souvient, on suivait toutes les calcio italiens. Moi j'étais avec la Juve, la Juve, enfin... Excellent choix. Oui, absolument. Où est venu plus tard Platini, et aussi Boniek, enfin tout, etc. Donc je garde Caprini, absolument. Tout à fait. Chirea, Bettega, Dinozov. Ça, c'était extraordinaire. Alors, c'est bien cette nostalgie. On évoquera avec vous tout à l'heure l'impact du football dans l'histoire albanaise, à l'époque du communisme, en effet, où il y avait peut-être un lien social, et vous l'avez dit, une forme de propagande. Et aujourd'hui, est-ce que ça a changé, est-ce que ça a évolué? Puis vous nous direz aussi dans quelques minutes comment est considéré l'homme que vous avez à votre gauche, c'est-à-dire Edwin Murati, qui est une véritable légende pour le coup en Albanie. Mais d'abord, juste sur le Paris Saint-Germain, qui est le club qui occupe, Michel Moulin, toute la surface médiatique dont on parle chaque semaine dans notre émission et dont on parle partout. Est-ce que vous avez l'impression qu'en termes d'état d'esprit, de mentalité, d'attachement, les choses ont changé, que votre PSG, quand vous avez été dirigeant, même si vous avez évité au club de descendre plutôt que de remporter le titre, il y avait peut-être une atmosphère qui était plus palpitante, plus intéressante. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu aseptisé malgré tout, qu'on a une espèce de grosse machine qui écrase tout. Oui, non, moi je parlerais plutôt, c'est pas le PSG. Le PSG, j'ai la nostalgie. Ouais, moi j'ai la nostalgie de Suzik, par exemple, de Savez Suzik, qui était pour moi un joueur exceptionnel, mais c'est surtout des autres équipes. La nostalgie, c'est surtout des autres équipes. Parce qu'aujourd'hui, Paris Saint-Germain, on peut pas trop... Il y a Vitinha, il y a des joueurs qui me plaisent, Neves, il y a des joueurs techniques. C'est la nostalgie, c'est surtout des matchs aujourd'hui à côté. C'est-à-dire, on voit des matchs catastrophiques. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui beaucoup de joueurs qui, athlétiquement, sont
moyen bon, on peut dire, mais techniquement au niveau très faible. Moi, la nostalgie, c'est ça, de Saint-Étienne-OM, des derbies. Pas de rivalité pour le PSG aussi, Michel, c'est peut-être ça. Oui, pas de rivalité. Mais moi, on peut pas être nostalgique. Moi, bien entendu, mais tous les PSG m'ont plu à un moment donné, même quand ils étaient en difficulté, même en difficulté, j'avais quand même Paoletta, j'avais Yepes, j'avais quand même des joueurs de football avec moi. Mais je suis plus nostalgique, moi je vous dis, des autres équipes. Voilà, du Paris Saint-Germain, on voit du football aujourd'hui. La seule nostalgie, excusez-moi, vraiment le joueur qui m'a impressionné à Paris Saint-Germain, c'est Safet Suzik. Pour moi, ça a été un dieu pour moi. Michel, je vais vous dire quelque chose sur Safet, parce qu'on est tous les jours avec Safet. Edwin Murati, tous les jours avec Safet. J'ai écrit un papier sur lui quand j'avais 28 ans. Il y avait 28 ans, le journaliste, quand j'étais joueur, il m'a dit quel joueur vous aimeriez Safet Suzik. Je vais vous raconter. Racontez-nous, Safet Suzik. Comment il a signé au PSG. En fait, Safet, il avait signé un contrat avec l'Inter et Torino à l'époque. Parce que des joueurs yougoslaves, ils ne pouvaient pas venir en fait en Europe. Ici, ils pouvaient venir à partir de 28 ans. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, Safet, il se trouve au PSG, il signe au PSG. Parce qu'il ne pouvait pas signer en Italie parce qu'il avait signé 2 contrats. C'est pour ça qu'il signe au Paris Saint-Germain. Il signe au Paris Saint-Germain. Avec Milan Calassa. Avec Milan, bien sûr. Évidemment. Très bien, Michel. Jimmy Algerino, votre Paris Saint-Germain, à vous, votre époque, vous la regrettez? Ou est-ce que vous auriez aimé jouer dans le PSG actuel? Oui, bien sûr. Ou est-ce que vous auriez préféré jouer dans le PSG actuel plutôt que dans le vôtre? Préféré, si j'avais pu jouer dans les deux, moi j'aurais pris. Mais il faut faire un choix. Pas pour les mêmes raisons. Après, non, moi déjà, ce que je voudrais préciser, c'est que ce qui se passe au niveau du football français, c'est pas la faute du Paris Saint-Germain. On peut dire bravo au Paris Saint-Germain. Et par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. Après, moi j'avais à chaque match, même surtout à Châteauroux, quand on jouait, ne serait-ce qu'en Coupe de France contre de grandes équipes, le Bordeaux de Zidane qu'on a battu, Rennes, ainsi de suite. C'est que nous, ce qu'on nous disait, c'est que quel que soit le budget ou quoi, c'est qu'on est 11 joueurs, d'accord, on a 2 bras, 2 jambes. Okay. On court, on sait courir, on sait réfléchir. Donc à un moment donné, sur un match, tout peut arriver. Par contre, là où je suis d'accord avec Michel, c'est que les autres équipes du championnat, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'entraînent. Il y a des entraînements. Il y a des préparateurs physiques ou quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font pour à un moment donné se retrouver aussi mauvais et ne pas être à la hauteur de ce championnat? On marque une petite pause et on se retrouve avec tous nos invités dans quelques instants pour parler de nostalgie, pour parler aussi de cette terre de foot qu'est l'Albanie. C'est passionnant et c'est dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. En compagnie de Jimmy Algerino, Benjamin Danet, Edwin Murati et Dretan Tola, l'ambassadeur d'Albanie en France. Et on parle de l'Albanie, justement, on va profiter de votre présence et de l'impact du football. Vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, Excellence, tout à l'heure, le foot est très important en Albanie. Il l'a été à une certaine période et il l'est encore aujourd'hui, mais à quel point ? Ça reste toujours le sport phare dans le pays. Il est extrêmement suivi. Les joueurs albanais évoluent aussi dans les championnats des pays européens. Il y a un championnat national qui est un bon championnat. Peut-être qu'il n'était pas aussi bon du temps quand l'Albanie était isolée, mais qui produit de très très bons joueurs. Et ensuite, il y a l'équipe nationale qui a fait des progrès. Notamment, nous avons pu être qualifiés à la Coupe de l'Europe en 2016, ici en France. On a fait de bons matchs quand même. On a perdu... Oui, absolument. Oui. 2024. Mais on a fait de bons matchs déjà à l'époque. Et ici, d'ailleurs en France, on avait perdu contre la France. C'était à Marseille, Edwin, n'est-ce pas? Il me semble. Mais c'était un très très bon match et on en garde toujours nos souvenirs nus. Et puis, en 2024, et puis les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde prochaine, selon Edwin, on a des chances, j'espère beaucoup, mais peut-être qu'il ça pourra dire un peu plus. Ça s'est pas super bien passé contre l'Angleterre quand même, mais ça c'est normal, Edwin, non? Bon, c'est normal parce que l'Angleterre est au-dessus avec Rashford, avec Foden, avec tous les, avec Bale, voilà. Mais après, on a gagné l'Andorre. En fait, on est 5 équipes dans le groupe, c'est que ça va jouer entre la Serbie et nous. Mais comme il y a 2 équipes
qui se qualifie et troisième, il fait après le barrage. Donc on a une chance, mais après le foot albanais, ça progresse beaucoup parce qu'en fait, il y a des Albanais de Kosovo et il y a des Albanais d'Albanie et en fait, c'est des joueurs qui sont partis beaucoup d'émigrés et donc ils sont formés en fait en Europe. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de joueurs et il y a beaucoup de potentiel. Donc il y a là en fait le talent. Mais après, il faut faire l'équipe, il faut... Silvino, qu'il était à Lyon, mais il fait un bon travail parce que... C'est le sélectionneur, hein. Sélectionneur de l'Albanie. Il est resté, voilà, il est resté au pays, donc il fait progresser, en fait, l'équipe nationale. Pour venir à l'équipe de l'Albanie et le foot albanais, c'est qu'en fait, là, on était nommé pour le tournoi de l'Europe U17 ans qui va jouer en Albanie. Donc, on a eu en fait la finale de National League Eindhoven AS Rome. On a construit beaucoup de stades. Absolument, il y a beaucoup d'investissements. Il y a beaucoup d'investissements. De la fédération ou de la part du gouvernement. Et donc, on voudrait... Ça va donner des résultats... Pour structurer le football, d'un point de vue logistique, mais sportif également. Hein. Ouais. Et on voudrait beaucoup remercier Michel Platini parce que honnêtement, il nous a aidé beaucoup sur les terrains. En fait, il a aidé les petits pays, en fait, parce que tout le monde voit le côté négatif des choses, mais il faut voir le côté positif. Ça, c'était son credo quand il était président de l'UEFA. Exactement. Il a fait beaucoup pour les petits pays. Il en a fait beaucoup. Et pour revenir une anecdote, qu'on était avec l'ambassadeur à Marseille, France en 2016, France-Albanie, Dédé Deschamps, il nous dit... Les huîtres de Bretagne, ça a duré jusqu'à 85e. Parce que jusqu'à 85e, c'était 0-0. On applaudit 2-0. C'est sur la fin de match. C'est vrai, mais vous avez bien résisté. Ce qui contribue aussi, oui, absolument. Ce qui contribue, Lionel, c'est aussi ceux qui ont été des légendes, comme Edwin, comme Loïc Tsana. Alors, j'allais vous poser la question. Avec leurs associations, il est trop humble. Il est trop humble pour en parler. Qu'est-ce qu'il représente en Albanie, Edwin, c'est une légende. Murati. C'est aussi une vie héroïque. Je dirais vraiment héroïque, parce que comme il a commencé à le dire lui-même, il est venu à un très jeune âge, en France, dans une Albanie qui sortait à peine, enfin qui commençait à traverser une transition politique post-dictatoriale très difficile. Il a été à l'époque admis à l'académie du PSG tout jeune. Il a évolué chez PSG, ensuite à Düsseldorf, et ensuite en Grèce, à Thessalonique, et puis à Lille, et puis PSG, et tout ça. Et surtout, on a, nous, les Albanais, un souvenir inoubliable pendant sa période qu'il était joueur de l'équipe nationale, pendant 8 ou 9 ans, 10 ans presque, tu as été. Presque 50 sélections. Oui, exactement. À une époque où il y avait moins de matchs. Hein. Avec son talent, avec, je dirais, sa générosité et son énergie, sa très belle énergie, il était vraiment le cœur de l'équipe nationale. Et il est aujourd'hui, à part être une légende quand il était joueur lui-même, il est associé beaucoup aussi à la France. Très à la France, enfin lui et peut-être Loïc Tsana aussi, donc un PSG et l'autre OM, donc immédiatement il est un peu comme la mascotte, presque un pont entre l'Albanie et la France, pas seulement autour du foot, mais plus que cela, et parce qu'il contribue aussi à la relation économique, politique, à l'image aussi de notre pays en France. Oui, bien sûr. Vraiment, c'est un asset, c'est un trésor binational. J'ai envie de dire, si je puis me permettre, c'est un très bel ambassadeur de l'Albanie. Oui, l'ambassadeur c'est lui, parce que lui sera à vie. Moi et mes collègues, nous sommes de passage. Voilà, absolument. Je m'incline, absolument. Vu que Michel est là, c'est un entrepreneur excellent. Oui, vous avez vos chéquiers. Vous pouvez investir en Albanie. On vous envoie la facture. Non, mais en termes de foot, et après on va parler des relations internationales entre l'Albanie et la France, mais Michel, le type de joueur d'Edwin Murati, quand je vous ai dit qu'Edwin allait venir, vous étiez super content. Parce que c'est vraiment le profil de joueur, de footballeur que Michel adore. Oui, que Karim aussi. Et Karim aussi, bien sûr. Les joueurs techniques, les joueurs qui savent jouer au football, voilà. Moi, sur votre pays, vous avez parlé, voilà, ce qui m'intéressait sur les infrastructures, parce que je trouvais qu'elles étaient très faibles à un moment donné, et quand on voyait des images des matchs de l'équipe nationale, on voyait, même le stade n'était pas toujours plein.
Est-ce que c'est pour ça que vous parlez qu'il y a vraiment de... Je ne sais pas à quelle période vous vous référez, peut-être mais oui, à Tirana, ça a beaucoup changé. Les 5 dernières années, en général, le pays, il est c'est important de vous en parler. Pour ceux qui l'ont connu avant, en général, mais notamment aussi dans le sport, y compris avec le stade national à Tirana, qui a été inauguré il y a 3-4 ans, Edwin, si je ne me trompe pas, avec le premier match qu'on a joué, c'est Albanie-France. Malheureusement, on a perdu, mais bon, c'était un hôtel de l'amitié, donc on avait sacrifié un hôtel de l'amitié et du nouveau stade. Son Excellence, c'est très important de dire ça, parce qu'on a une image, c'est pas Edwin qui me dit ça, moi c'est pas mon image personnelle, je vous parle de l'image un peu... Bien sûr. Mais je comprends. Que ce pays est un peu, vous voyez, et a pas l'image que vous en donnez là. Et ça, c'est important. Non, mais parce qu'il a changé, parce que c'est un pays qui a beaucoup changé. Bien sûr, Karim Zeribi. On parle de l'Albanie en France, on n'a pas une image d'un pays qui est dynamique. Non, c'est vrai qu'il y a des clichés, mais qui a beaucoup changé. C'est des clichés. Absolument. Non, mais c'est Karim Zeribi. Non, mais moi qui m'intéresse beaucoup aux questions géopolitiques, d'abord l'Albanie, il faut indiquer que c'est pas un pays d'une grande taille en nombre d'habitants. Je crois qu'il y a presque 3 millions d'habitants, donc 2,7 millions. Donc 2,7 millions d'habitants. Ce qu'ils font en matière de football, c'est exceptionnel. Ça ne peut être qu'une nation de football. Pour être à l'Euro, quand il y a 2,7 millions habitants, je veux dire, c'est une nation de football que tu fais sortir des joueurs, tu as des pépites. Après, il y a une diaspora qui est importante aussi. Donc au Kosovo, à Macédoine, en Italie, donc des pays de football aussi. Donc je crois que la diaspora, 7 millions à peu près. Vous avez absolument. Une diaspora de 7 millions. Donc je pense que c'est un peu cette addition entre la diaspora, entre les Albanais d'Albanie, donc et tous des amoureux de football. Moi, j'ai une image de l'Albanie, d'un pays qui est capable de faire sortir des joueurs de football. C'est pour ça quand on dit à Michel qu'on aime le football, parce que c'est des joueurs techniques, c'est des joueurs qui sont forts dans l'animation du jeu. Et quand tu vois l'équipe d'Albanie jouer, c'est le style des Balkans. J'ai une petite faiblesse pour un joueur qui était moins technique que toi, mais qui est très combatif et qui a bien honoré notre maillot, c'est Lorik Sana. Donc il a joué à Paris et Marseille. Il a joué à Paris et Marseille. Mais à Marseille, il a laissé un très bon souvenir. C'était un guerrier sur le terrain. Voilà, c'était pas la même Benjamin, sur la Géorgie aussi, Edwin Mourati a contribué avant qu'il vienne en France. C'est grâce aussi à Edwin qu'il jouer en France. Ça a été le pionnier, je pense. Oui, je pense que Lorik et même en équipe nationale. Parce qu'il faut dire, c'est que ça, c'est la générosité d'Edwin Mourati. Les Albanais de Kosovo, ils n'avaient pas de passeport albanais. Ah, et Lorik Sana est un Albanais du Kosovo. On est très proche. Juste pour dire que ça va très très vite, regardez la Géorgie depuis quelques années, une génération. Gvara, David Ashvili qui joue à l'AS Saint-Etienne. Michel Platini jouait à l'AS Saint-Etienne avant d'aller à la Juventus. Je le précise parce que ça sent tellement le football. Ah non, mais c'est comme ça. Et juste pour dire que vous prêchez un convaincu là. Juste pour dire que ça va très très vite. Aujourd'hui, Willy Sagnol, il a des résultats exceptionnels avec la Géorgie. Et il y a 15 ans, je suis pas sûr que grand monde pouvait imaginer que la Géorgie en serait là où elle est aujourd'hui. S'ils mettent un sélectionneur français, je pense qu'ils peuvent... Parce que Silvino, c'est un problème. Il est passé par l'Olympique Lyonnais, vous allez forcément échouer. Voilà. Non, mais ça, c'est le tropisme stéphanois. Excellent, évidemment. C'est un petit tacle vert au passage. Quand on parle, et je cède la parole à Karim Zeribi dans un instant, Excellence, quand on parle de l'Albanie, un pays qui s'ouvre, un pays de football, en effet, c'est un pays qui s'ouvre aussi au monde, qui s'ouvre au monde avec le tourisme notamment, parce que je le disais en préambule, c'est un pays magnifique avec la mer Adriatique, il y a 70% de montagnes dans votre pays. C'est un pays merveilleux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? De quelle manière le pays s'ouvre au monde, justement? Oui, tout à fait. L'Albanie, c'est aujourd'hui vraiment la destination prisée pour le tourisme. Donc, je vous donne quelques chiffres, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, on est passé il y a quelques années à 3 millions de touristes, il y a une dizaine d'années, pas plus loin, 3 millions de touristes par an. On est à plus de 10 maintenant. L'aéroport de Tirana, qui était à 2 ou 3 millions de passagers, maintenant est à 11 millions. Vous pouvez imaginer, les touristes français, entre autres, on est passé à 70 000 il y a 4 ou 5 ans, ils sont 250 000 cette année. Donc vraiment, c'est un essor remarquable qui a été accompagné aussi de plein d'infrastructures, etc. Il y a évidemment la beauté du pays, il y a les montagnes, vous l'avez dit, il y a la façade maritime qui est fantastique, il y a 300 jours de soleil, il y a une très bonne nourriture, donc avec des ingrédients, des produits, on va dire comme ça un peu à la mode
bio, mais qui ont vraiment du goût. Une tomate, c'est une tomate, elle est lourde, elle est tiède. C'est des fruits très savoureuses, mais je prends comme ça la tomate. Et il y a aussi un très beau patrimoine historique, architectural, culturel, archéologique aussi. On a 2 très beaux sites, entre autres, dont un c'est Boutrinte où se déroulait Andromaque de Racine, l'autre c'est Apollonia, dont a fait un film l'ancien ministre français de la Culture Frédéric Mitterrand, sur lequel Frédéric Mitterrand a fait un film. Donc il y a ça, mais il y a aussi, parmi d'autres richesses, il y a les Albanais. Voilà, je pense que la population, c'est les gens, c'est les Albanaises et les Albanais qui sont extrêmement accueillants, qui sont extrêmement généreux et très respectueux. Le président Macron va venir en Albanie, je crois, dans les prochaines semaines, c'est ça ou pas? Absolument. Le président Macron sera en Albanie au mois de mai, donc ce sera sa 2e visite, donc c'est quand même une marque d'amitié et de l'intensité de la relation que nous avons depuis quelques années. On a une relation avec la France qui est historique, qui date de très longtemps, mais qui s'est beaucoup intensifiée aussi de tout ce point de vue, que ce soit politique. Vous avez mentionné la visite du président Macron, la visite de notre Premier ministre l'an dernier, quelques très grands accords que nous avons faits, notamment aussi dans le domaine économique, avec des priorités comme le tourisme aussi, mais l'innovation, les infrastructures, l'éducation, avec des universités, des campus, des écoles que nous avons, dont un lycée français aussi qu'on va réouvrir, qui est un lycée historique, qui était le berceau des élites culturelles et intellectuelles albanaises. Donc voilà, donc ça se développe, c'est vraiment on vit une période d'amitié entre nous et j'espère que ça perdurera. Et il faut profiter peut-être de cet élan et de cette amitié historique pour établir plus de passerelles encore entre le foot albanais et le foot français. Et là, Edwin, vous avez un rôle à jouer encore supplémentaire, c'est clair. Cher Lionel, c'est que l'ambassadeur, en fait, je veux remercier beaucoup parce qu'il me laisse carte blanche, en fait, sur le développement du pays. Et on n'a même pas besoin de parler parce qu'Edwin est aussi conseiller des affaires économiques, diplomate. Et en fait, on a emmené pas mal de sociétés françaises quand même, comme Société Générale, Accor, Barrière qui va ouvrir Lagardère aussi, donc Vinci, Spigapag, avec Uliez. Non, on a Benjamin Danet, il veut que vous emmeniez les dirigeants de la Ligue de football professionnel en France. C'est peut-être pas une très bonne idée. Vous n'avez pas de chaîne de télé. Vous nous donnez envie d'aller voir votre pays. Moi, je suis jamais. Vous nous donnez envie d'y aller. Merci beaucoup. Dans le tourisme. Vous vouliez dire quelque chose, Karim, sur la nostalgie, justement, en écoutant le propos. J'ai 2 remarques. D'abord, une question, est-ce qu'il y a des académies de football, de clubs de football européens en Albanie? Parce que moi, je pense que ce serait une très bonne idée qu'un club comme le PSG, l'Olympique de Marseille, implante une académie donc en Albanie pour détecter des joueurs de talent au plus tôt, et puis éventuellement les intégrer ensuite dans leur centre de formation. Ça existe ou pas? Ça existe. Il y a Dynamo Tirana qui a signé avec Manchester City. D'accord. Et là, dernièrement, moi j'ai emmené que Michel, Jimmy Connet, Patrick Trottignon, on voulait emmener. Qui était à Châteauroux. À Châteauroux. On est allé en Albanie quand on voulait. Il n'y a pas de PSG, pas de l'Olympique de Marseille, pas ces clubs-là. Non, Karim, parce qu'en fait, la région parisienne, en fait, elle est bourrée de talents. Il y a tellement de joueurs. On prend que des gens qui font 1m90 et qui Britan, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, juste qu'il y a aussi. J'allais ajouter justement par rapport aux académies, mais je pense qu'il y a des initiatives comme d'anciens les gens du foot, ils font quand même des académies avec des jeunes, etc. Aussi avec les équipes italiennes, peut-être que je me trompe pas. Lazio, il y a quelque chose avec Lazio. Oui, il y a quelque chose avec Lazio, mais bon, après c'est des académies privées. Oui, aussi, beaucoup. Mais il faut continuer à amener les grands noms comme il y a un vrai mouvement effectivement qui s'est établi et les passerelles dont je parlais. Avant qu'on évoque le foot amateur avec le président du district de l'Aude qui va nous rejoindre dans quelques instants, Jimmy, juste un regard sur l'Albanie que vous ne connaissez pas, vous aussi. On va tous y aller. On va faire l'émission là-bas en direct. On va faire l'émission à Tirana. Allez, on va organiser ça pour le mois de juin. Vous allez vous régaler. Dernière émission on le fait, Michel, ou pas? Allez, ok, c'est parfait.
on sera là fin juin, on est à Tirana, on fait des missions tous là-bas. Mais venez quand le président Macron sera là aussi, comme ça vous pouvez faire. Peut-être vous pouvez l'inviter. Avec grand plaisir. La dernière fois quand il était en Albanie en 2023, il y avait Edwin qui était au dîner d'État pendant sa visite, et Lorik Sana, etc. Donc on a parlé du foot aussi, et même d'une gardienne de but toute jeune qui évolue, une fille d'origine albanaise qui évolue chez Lyon, c'est ça? À Lyon, c'est ça, exactement. Désolé. Voilà. Donc il y a un terreau très propice aussi pour votre émission. Ouais, avec grand plaisir. Jimmy, votre regard sur l'Albanie, sur le foot et sur le progrès du foot albanais, au travers évidemment de votre ami, votre frère, mais aussi des joueurs que vous avez pu croiser comme Lorik Sana et d'autres encore. Non, mais déjà, c'est le fait de prendre maintenant plus au sérieux, bien sûr, l'Albanie. Mais moi, ce que j'aime, on parle de vision, de stratège. Je pense que l'Albanie, voilà, il y a Edwin qui est proche du président de la fédération d'Albanie. Lorik Sana l'est aussi. Il y a d'autres joueurs après leur carrière qui s'investissent, et puis surtout l'État et la Fédé qui se servent de ces joueurs-là. Donc c'est un bel exemple, ne serait-ce que déjà de reconnaissance, et puis surtout d'aller chercher les compétences et les mettre au service du football albanais. Donc et Edwin en est la preuve. 20h49, le foot amateur, coup de projecteur comme chaque jeudi, c'est maintenant sur Sud Radio. Sud Radio, 20h21h, But Football Club. Et avec nos invités, avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino, Benjamin Danet, Edwin Murati, Dritan Tola, l'ambassadeur d'Albanie en France, Pierre Michaud nous a rejoint. Bonsoir Pierre Michaud, président du district de l'Aude. Voilà, bonsoir. Carcassonne. C'est ça. Entre Toulouse et Montpellier, pour ceux qui veulent avoir une surtout Narbonne. Surtout Narbonne. Ah, surtout Narbonne, pardonnez-moi. C'est le président de Narbonne est vraiment très bien. Alors très bien, mais je voulais situer pour nos auditeurs. En tout cas, il y a l'accent qu'on aime bien, qui est là. Un président qui a été réélu lors des dernières élections, il y a quelques mois, maintenant, c'est le cas. C'est ça. Avec une problématique ou avec une vision positive du football amateur dans votre district? Alors nous on l'a plutôt positive parce que déjà je suis en poste depuis 4 ans, donc la réélection c'est essayer de consolider ce qu'on a fait. Positive chez nous parce qu'on est dans une dynamique qui va vers le haut, une synergie. On est passé de 7500 licenciés juste après le Covid à presque 11 000 aujourd'hui, et il faut dire que j'ai pioché quand même de bonnes idées dans le programme de Michel Moulin il y a 4-5 ans. Et forcément, quand il s'est présenté à la présidence de la 3e, voilà, lesquels par exemple? Alors, déjà sur la communication auprès des clubs, la ruralité, c'est un fervent défenseur de la ruralité, il nous a donné des pistes sur ça. Au niveau du partenariat, parce qu'un district, de quoi ça vit financièrement? Ça vit des amendes des clubs. Donc, comment on fait pour dynamiser le district? On essaie de moins ponctionner au club, et pour ça, il faut attirer des investisseurs. Pour certains, notamment l'Albanie, pour nous, c'est plus du mécénat, des dons, voilà, des entreprises, essayer de créer un microcosme. Et c'est ce qu'on essaie de faire là, cette année, puisqu'on fête les 80 ans du district. Et on va essayer de faire une belle fête du football. Oui, il y a un tournoi, effectivement, qui va être organisé. C'est quand? C'est en juin, c'est ça? Alors, également 21 juin, voilà. C'est un match de gala. Donc, on a plein de finales des seniors, des jeunes juste avant, en ouverture, voilà, sur tout le week-end. Donc, on a un match de gala avec le CIF, le club des internationaux de football. Absolument. Et leur équipe qui est France Légende, avec une sélection d'anciens joueurs pro de notre département, de notre district. Pour les plus connus, notamment, c'est Geoffrey Domingue qui a joué à Montpellier, voilà, qui vient du côté de Narbonne à Cuxagdod. Avec aussi, puisqu'on a un petit territoire avec très peu de pros par le passé, certains joueurs de Toulouse, notamment. Donc il y a mon ami certain Jimmy A. Voilà, qui sera là. Jimmy Algerino qui sera là. Mon ami Daniel Bravo que Michel m'a gentiment présenté. Voilà, donc on aura aussi des Toulousains, des Montpelliérains. Sera là aussi. Alors voilà, si Edwin est là, on va parler de l'Albanie. Geoffrey, c'est un ami. Bon. Il était au Stade Français. Eh ben voilà. De Geoffrey Domingue. Oui. Parfait, ça sera l'occasion de le voir. Et vous serez dans l'Aude au mois de juin pour jouer? C'est génial. Bon, attends, vous savez quoi? Comme on a prévu de faire une émission à Tirana, on va faire aussi une émission là-bas. L'émission là-bas, absolument. Exactement. Et tout le monde vient dans le cadre de l'amitié franco-albanaise dans le département de l'Aude. Alors formidable. D'autant plus qu'après, on reçoit les joueurs dans l'hôtel de la cité de Carcassonne. Donc je pense qu'on a un cadre historique
historique, qui en plus montre quand même l'attachement historique de notre passé du district. Voilà. Et tant que je suis là, je voulais remercier surtout Michel, parce que comme je vous disais, on est un district aujourd'hui dynamique, où on a quand même beaucoup plus de licenciés, on a de plus en plus de clubs, on est passé d'une 50aine de clubs à presque 80. Voilà, je voulais remercier Michel, parce que sur les 5 dernières années, vous savez, en politique, c'est un peu comme toujours, on a des moments où on est euphorique, et aussi on a des moments durs. Et bien Michel, il a été là à la fois dans les moments euphoriques, mais ça je vais vous dire c'est facile, mais aussi dans les moments durs. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui paye les amendes des clubs? Non, mais vous voulez tous me prendre mon pognon. On veut fonctionner, Michel. Tout le monde me prend de l'argent. Karim. Moi, ce que je veux dire, c'est que ces présidents de district dans cette région ont beaucoup de mérite, parce que c'est quand même une région de rugby. Principalement, il faut le dire. Donc, il faut le dire. On va pas se raconter d'histoire. Donc, tu prends Narbonne, tu prends Carcassonne, tu prends Béziers. Donc, tous ces clubs. Moi, j'ai mon ami Bernard Laporte, qui est aujourd'hui directeur sportif à Montpellier. Bon, qui est pas une ville que de rugby, mais je veux dire, ils développent le football, ils gagnent des adhérents, donc ils organisent des événements. Je veux dire, ils se laissent pas abattre, parce que s'il y a un sponsoring à aller chercher, c'est vrai que c'est important d'aller le chercher, le sponsoring, mais ils doivent se relever les manches. Il est déjà peut-être aussi un peu préempté. Donc, pour le rugby, c'est pour ça que je dis ça. Vous avez beaucoup de mérite, ce qui n'est pas le cas sur notre région PACA, Sud-Est, où c'est le football. Nous, je veux dire, le rugby, c'est Toulon, point barre. Sinon, tout autour, Michel le sait, c'est que le football. Donc, moi, je vous salue. Je salue votre démarche, votre énergie, votre investissement. Qu'est-ce que vous faites comme métier, vous, dans la vie? Bon, alors, déjà, je suis maire de mon petit village de 400 habitants. D'accord. Voilà, donc ça, c'est quelque chose. Il s'appelle comment? Flour, d'accord. Voilà, tout petit village charmant, juste à côté de Carcassonne. Et après, je suis un peu dans le foot. Puisque donc j'ai une académie sur mon territoire. J'ai aussi une académie avec Daniel Bravo, où on fait ça l'été, on fait des stages en altitude. Et après j'ai aussi une autre académie, mais en Afrique, au Rwanda. D'accord. Donc magnifique. Voilà. Intéressez-vous à l'Albanie. C'est pour ça, je vais noter, on va discuter. Parce qu'il y a des joueurs de talent là. Après ça reste académie privée. Potentiel. Oui, évidemment. Mais tu vois, par rapport à ce que dit Michel, il a une âme d'entrepreneur quand même, ce garçon. Bien sûr. Il fait qu'entreprendre. Donc ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est à travers le football, c'est un entrepreneur. Bien sûr. Michel Moulin, après Jimmy, on conclut. L'histoire, juste un peu. Bon, en dehors que je vais faire 800 logements chez lui, mais ça, personne ne le sait. Maintenant, tout le monde le sait. Michel, trop tard. Tout le monde est au courant maintenant. On pourra pas couper au montage, Michel. Non, le seul truc que je vais vous dire aujourd'hui. Le seul truc que je vais vous dire aujourd'hui, une anecdote quand même. Ce garçon, je vais le voir. À 11h du soir, je le connais pas. Dans son village. C'est la période de Covid. Il n'y a personne sur la route, je suis tout seul. Il m'invite, on sympathise, il m'offre du pâté, on boit du vin, je repars 1h le matin. Le lendemain matin, là, il me dit, je pars sur votre liste. À 14h le lendemain, il me dit, Monsieur Moulin, je peux pas, j'ai des pressions déjà quand j'ai dit que j'étais sur votre liste, parce que si je suis sur votre liste, on m'a tout fait pour démolir le district. De Paris, c'est arrivé, hein. Michel Moulin, mais il est quand même resté proche de vous. Jimmy Algerino, pour conclure un petit mot, vous voulez rajouter quelque chose et on conclut. Non, je voulais dire à Edwin, mais s'ils sont intéressés par la cité de Carcassonne en Albanie, c'est l'occasion aussi. Hein. Ah, il y a des logements à faire à Carcassonne. Ils ont pas ça en Albanie. L'émission Immobilier sur Sud Radio, c'est le week-end. On se retrouve dans quelques instants avec Jacques Pessis. Merci infiniment. Juste rappeler comme son anniversaire de son club, la date du district, le 21 juin à Carcassonne. Voilà, absolument. Match avec l'équipe de France des légendes. On sera là, on va faire l'émission chez vous. Donc voilà, c'est prévu. On va à Tirana et à Carcassonne. Jacques Pessis dans un instant et à jeudi prochain pour le foot. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.